Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot, vous écoutez un nouvel épisode de l'émission La Ville en Pratique. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un futur musée à Taichung qui est signé par l'archistar Franck Gehry. Franck Gehry, ça vous parle peut-être si vous suivez un petit peu le monde de l'architecture. C'est en effet l'un des architectes peut-être les plus connus au monde, connu notamment pour avoir signé par exemple récemment la Tour Luma à Arles, un bâtiment qui a fait relativement polémique, mais surtout pour son Guggenheim de Bilbao, c'est ce grand musée qu'on trouve dans cette ancienne cité industrielle et qui justement a fait beaucoup parler de lui, et qui a beaucoup inspiré d'autres musées à travers le monde. Et bien là, cet archistar qui a maintenant près de 95 ans, et bien vient signer un futur musée à Taichung. On va parler de ça, c'est un événement quand même dans l'architecture à Taïwan, j'imagine. Voilà, Taichung qui continue son développement, cette super municipalité du centre du pays, continue de proposer des bâtiments iconiques à travers sur son territoire. On a parlé récemment d'un nouvel aquarium, mais il y a des salles de spectacle qui sont attendues, etc., etc. Tout continue pour essayer de faire de cette ville l'un des poumons majeurs à Taïwan sur presque tous les plans, on peut le dire. Il essaie d'être présent sur la culture, le sport, tout. Et bien donc la Franck Gehry sera présent pour un nouveau musée des Beaux-Arts d'une université, pas n'importe laquelle, l'université de médecine chinoise, enfin les médecines de Chine, pardon, et ça se passe donc à Taichung, comme je l'avais dit. Là où c'est intéressant, c'est que courant mai, lors de l'inauguration, le docteur Tsai Chang-hai, président donc de la CMU et donc du système de santé, avait exprimé son ambition d'étendre les contributions de l'université au-delà de ses réalisations dans les domaines de l'éducation, de la médecine et des biotechnologies. Il avait expliqué que grâce à l'architecture et l'art, et grâce à la main d'un archistar, eh bien, ils espéraient offrir au monde un aperçu de l'esprit taïwanais. Donc on est un peu au-delà de la médecine, on vient proposer un musée d'architecture, c'est quand même relativement curieux. Il expliquait que dès 2014, il avait confié à SOM, l'un des plus grands cabinets d'architecture au monde, basé à New York, la planification du campus de Xuenan. Au cœur du projet se trouvait un musée, un espace dédié non seulement à l'art, mais aussi à des idées, à travailler l'identité et l'innovation. Et bien parmi les plus de 30 lauréats du prix Pritzker encore en vie, eh bien il a décidé qu'il fallait nommer Franck Gehry, le père de l'architecture déconstructiviste, c'est comme ça qu'un article le présente. Eh bien, c'est assez intéressant aussi de voir que Franck Gehry, l'architecte, ne participe plus à des concours de design, il travaille exclusivement sur invitation. Et cette invitation a dû plaire à l'intéressé puisqu'il a accepté de venir créer un musée sur mesure à Taïwan, ce qui vient quand même renouveler et booster un petit peu peut-être l'intérêt que certains architectes vont avoir pour le secteur taïwanais, puisqu'effectivement un architecte comme lui va forcément faire beaucoup parler, en tout cas quand le bâtiment va être en travaux. Concernant le bâtiment, pour l'instant, pas grand-chose d'officiel et de présenté, hormis quelques images de synthèse. On y retrouve les bâtiments de Franck Gehry, on va dire un petit peu dans son style, avec une enveloppe en acier qui est pensée pour capter et jouer sur la lumière. Si vous connaissez un petit peu les bâtiments de Franck Gehry, vous savez qu'il y a toujours cette enveloppe en acier inoxydable avec une peau de métal souvent plissée qui va venir faire des jeux de relief un petit peu, on peut dire comme des écailles de poisson. L'objectif, donc là, ça va être de capter les variations du ciel, des environs, et la surface doit venir scintiller justement et changer d'aspect avec la lumière, à la manière aussi peut-être aussi d'une aquarelle. En tout cas, ce parti pris est décrit par l'université, et bien s'inscrit dans la recherche de Gehry sur la matérialité et le reflet, ce qui est déjà central dans plusieurs donc, de ses œuvres emblématiques, comme je vous l'expliquais. Pas grand chiffre non plus pour l'instant disponible sur l'éventuel coût d'un tel bâtiment ou sur des dates de mise en service, même si 2028 est évoqué parfois. On imagine que 3 ans pour construire un bâtiment comme celui-ci, qui est quand même plutôt volumineux, avec il est relativement symétrique, avec 2 grands ensembles connectés, et puis des grandes fenêtres aussi qui sont encastrées dans la façade qui ressortent depuis l'extérieur. On va voir d'un point de vue technique si les équipes taïwanaises ont le temps de construire ça en 3 ans, mais ça me paraît relativement peu. Reste qu'on peut toujours être surpris. Alors Franck Gehry, on l'a dit, c'est une star qui vient signer à Taïwan. L'architecte est né en 1929. Il a donc bien
96 ans. Donc voilà, c'est un architecte qui a été connu, comme on l'a expliqué rapidement, pour le Guggenheim de Bilbao en Espagne, un musée assez imposant, le Walt Disney Concert Hall à Los Angeles, ou encore une maison dédiée à la danse à Prague. Et donc ce sera là ici le premier projet de Frank Gehry à Taïwan. Alors pourquoi c'est aussi important de voir cet architecte signer un bâtiment à Taïwan? Ça montre quand même que le pays est en capacité au moins financière d'accueillir quelqu'un comme lui. C'est un architecte qui a beaucoup fait couler d'encre, à la fois pour la qualité de ses bâtiments, à la fois pour son inventivité à une certaine époque, et aussi pour la singularité, j'imagine, de ses bâtiments. On peut prendre beaucoup d'articles qui ont été écrits sur lui. Dans les années 2000 vers 2014, Le Monde signait un article intitulé Frank Gehry, l'angoisse de la ligne droite. À l'époque, il avait 85 ans et l'architecte donc, du Guggenheim signait une autre œuvre tout en courbe, la Fondation Louis Vuitton, qui avait été inaugurée à Paris à cette époque. Et donc ça faisait de lui l'un des architectes encore aussi iconiques, puisqu'il signait un bâtiment là nouveau, visible et emblématique à Paris, là encore dédié à l'art. Il se défendait aussi à l'époque des critiques qui peuvent être faites sur le travail de certains architectes, et de lui notamment, peut-être d'exploser les coûts quand il prépare un bâtiment. Il expliquait que toutes ces constructions respectent les budgets, que les gens pensent que le Guggenheim de Bilbao avait coûté trop cher. Eh bien c'est faux, il n'a coûté que 80 millions d'euros. Et il explique aussi que beaucoup partent du principe qu'un architecte est un emmerdeur qui prendra le contrôle d'un projet et en augmentera les coûts. Et lui disait c'est tout le contraire, je suis là pour soutenir mes clients, protéger les investissements et s'assurer que les bâtiments remplissent sa raison d'être. Pour le présenter peut-être en quelques dates, il est né donc le 28 février 1929 à Toronto, au Canada. Il est né Frank Owen Goldberg, il est issu d'une famille modeste. En 1947, sa famille s'est installée à Los Angeles, toujours aux États-Unis, où là il a commencé à étudier l'architecture à l'université de Californie du Sud, et son diplôme il l'a obtenu en 1954. Il a alors changé son nom en Gehry pour éviter l'antisémitisme, puisqu'il est de confession juive et sa famille aussi. Et il s'est ensuite initié à l'urbanisme à la Harvard Graduate School of Design avant de partir sur un voyage d'études qui l'a conduit en France. Voilà, ça c'est une partie d'une biographie que vous trouvez sur le site de Radio France, que je vous mettrai aussi en lien. Et dans les bâtiments emblématiques qu'on aurait pu citer aussi, c'était sa propre maison. En 1962, après avoir travaillé plusieurs années dans des agences, il a fondé la sienne à Los Angeles, la Franco Gehry & Associates Inc. Corporation. Et donc c'est en rénovant en 1978 sa résidence personnelle à Santa Monica qu'il a accédé au succès, puisque elle était rénovée avec des matériaux industriels comme le métal ondulé, le grillage. C'est devenu une attraction touristique et ça l'a fait connaître. Et ensuite, un bâtiment en Allemagne, le Vitra Design Museum, le fera aussi connaître avant. Voilà, le Guggenheim de Bilbao jusqu'à la Fondation Louis Vuitton qui vont le placer sur l'échiquier et en tout cas sur la carte de l'architecture mondiale. Et de nombreux élus locaux, grands propriétaires, etc. rêveront de signer des bâtiments Frank Gehry. Alors, est-ce que il n'a fait que du bien, que des bonnes choses? Eh bien, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Frank Gehry a aussi eu beaucoup de détracteurs et il a aussi son caractère, on le connaît, pour avoir fait par exemple aussi un geste public assez marquant. Il avait fait un doigt d'honneur à ses détracteurs il y a aussi une dizaine d'années. C'était lors d'une conférence de presse. Il se trouvait en Espagne pour recevoir un prix des mains du roi d'Espagne Felipe VI et il avait réagi très agacé à un journaliste qui lui demandait comment il répondait à ceux qui qualifient son travail d'architecture spectacle. C'est vrai que ces bâtiments sont des grands événements qui ne vont pas prendre en compte ce qui se passe autour et donc effectivement ça peut parfois être un peu bouleverser l'ambiance architecturale et déplaire à certains qui ont peut-être un amour pour le patrimoine et une volonté de respecter peut-être un cadre paysager un peu plus précis. Eh bien, une réponse à une question comme celle-ci, il avait tout simplement levé son majeur en direction des journalistes et a pris sa petite gorgée de café. Il expliquait que pour lui, 98% des bâtiments construits dans le monde actuel sont, je le cite, de la pure merde, c'est comme ça qu'il l'avait expliqué, qu'il n'y avait pas de sens du design, aucun respect de l'humanité, de jugement, de rien, et que la plupart des bâtiments qui sont construits aujourd'hui sont des bâtiments stupides. Alors, on est d'accord ou pas avec lui?
En tout cas, lui, ces bâtiments, à lui, ils marquent et ils sont travaillés. Alors parfois, on peut effectivement lui appliquer certaines critiques comme quoi c'est bien de faire du bâtiment iconique et spectacle, mais que peut-être ce n'est pas toujours la solution. Je pense que ça, c'est un débat qui s'accepte tout de même. Et dernière en date, peut-être pour prendre un exemple en France pour illustrer ça, eh bien, il y a la Tour Luma, une montagne d'inox à Arles, c'est comme ça qu'en parle un autre article du Monde dans une critique architecturale. Alors, un cas d'école, hein, c'est comme ça qu'est présenté le bâtiment dans l'article. On a une tour qui s'érige à Arles, à la lisière du parc des Ateliers, une ancienne friche de la SNCF. Arles, c'est cette magnifique cité du sud de la France, avec des hauteurs plutôt basse pour l'ensemble des bâtiments. Et bien elle, cette tour de base ronde, eh bien s'impose à des kilomètres à la ronde avec une verticalité claire, présentée comme effrontée, 56 mètres de hauteur, qui scintille avec justement aussi ce jeu de texture d'acier en inox argenté. Ce qui a valu beaucoup de critiques, hein. Il y a des articles qui parlent d'un caprice de vieux, à la fois donc en précisant que l'architecte est ciblé, mais aussi la commande est aussi critiquée. Un autre article que j'ai trouvé sur internet que je vous mettrai aussi, peut-être un peu moins provoquant, j'ai parlé d'un projet controversé et revient un petit peu en expliquant pourquoi un bâtiment aussi emblématique par sa taille et aussi imposant comme ça visuellement, fait beaucoup couler d'encre, puisqu'effectivement en France on est quand même relativement assez attaché au patrimoine, on a du mal à vouloir venir parfois bouleverser des choses qui ont été faites il y a plusieurs siècles. À mon sens, parfois à tort, puisqu'on en arrive à des incohérences de vouloir par exemple refuser des choses qui pourtant existaient il y a longtemps, mais comme ça fait plusieurs siècles qu'on ne les voit plus, je parle notamment à des volets sur certains bâtiments patrimoniaux qui étaient bien présents à l'origine, mais qui n'ont pas été là pendant 3 siècles et qui aujourd'hui ne sont plus acceptés. On a du mal comme ça à accepter des choses. C'est vrai que là, cette tour Luma, elle est quand même impressionnante. Donc voilà, on espère, en tout cas on est sûr d'une chose, c'est qu'à Taichung, ça ne risque pas de venir bouleverser l'ordre établi en architecture, étant donné le nombre de constructions qui fleurissent à peu près partout dans cette super municipalité. Et puis sur, en tout cas, cette volonté d'avoir une ambition architecturale. En signant un architecte comme lui, on imagine que l'université veut faire parler d'elle, qu'on essaye aussi de marquer les esprits et peut-être de contribuer à la reconnaissance de Taichung un peu plus au sens large. En tout cas, nous arrivons au terme de cette émission. C'était Clément Tricot. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres émissions. Portez-vous bien.